Petite séance dédicace. Merci à Yann et Enera pour leurs dons. Merci. Le chou givré. C'est magnifique. On dirait une peinture, on dirait une nature morte. Ah là, le grillage qui se froisse, comme les mailles de la matrice. Oubliez de ramasser tes côtes de bled. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Et là, un magnifique chou de Bruxelles. Bah, j'en reviens pas comme c'est beau. Un koala gelé. C'est magnifique ces alvéoles gelées. Vélo customisé gelé. Un artichaut gelé. Des choux gelés. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est quoi ces pompons gelés là? Je connais pas bien les plantes, alors j'ai fait pousser des trucs, mais je sais pas ce que c'est. Bon là je reconnaîtrai pas. Une table et des chaises gelées. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Tout gelé. J'ai un énorme débriefing à faire, que des sujets qui me passionnent cette fois-ci. Bon, alors je sais bien que mes vidéos ne sont pas écoutées en entier. Enfin, je veux dire, il doit y avoir peut-être 2 ou 3 personnes qui le font. Respect. L'esprit, c'est ce qui se manifeste. Donc, c'était pas... Quand je disais, tu trouvais écouter sa voix intérieure, c'est apprendre à écouter sa voix, c'est que il n'y a pas à se connecter à une entité extérieure à nous, l'esprit comme ça, qui serait séparé de nous, comme un dieu. Il y a à manifester cette intelligence. L'intelligence de l'esprit, en tant que telle, c'est le principe de réunification en soi-même. Parce que, oui, on est tous fragmentés. Donc, tant qu'on est fragmenté, on ne s'appartient pas à soi-même, donc en fait, on est soumis, on est régi par les stimuli extérieurs auxquels on réagit de manière primaire et de manière primaire automatique, conditionnée. Et on est également programmé par nos systèmes d'autodéfense. Nos systèmes de défense primaires, qui sont en fait ces réponses que notre psyché a formulées suite au traumatisme originel. Le traumatisme originel, ça reste un concept, parce qu'en soi, tout est multidimensionnel. Il n'y a pas de point d'origine, si vous voulez. Il y a des éléments factuels dans notre vie, nos éléments biographiques, des événements, mais en soi, ces événements sous-tendent d'autres événements. C'est très complexe. La psychanalyse, en soi, a ses propres limites. C'est aussi pour ça que on n'en sort jamais, la psychanalyse. Bon, je ne vais pas tout de suite parler de ça. Donc, ce traumatisme originel, d'un point de vue universel, si vous voulez, d'un point de vue global, c'est le déchirement, c'est la séparation d'avec notre origine. Mais c'est surtout la sensation qui est induite de par la perte et de par la coupure d'avec cet état originel ou d'avec ce qu'on pourrait appeler l'enfant intérieur. C'est cette coupure-là qui va nous faire devenir soit des monstres, soit des dépressifs névrotiques autodestructeurs. Parce qu'il y a 2 grandes réponses, comme je disais, donc, ça c'est Freud qui a établi ces 2 différences fondamentales. Il y a 2 types de réponses face au choc originel, au traumatisme originel. C'est d'un côté la structure de la psychose et de l'autre celui de la névrose. Donc, le psychotique, dans sa fragmentation, mais j'ai envie de dire qu'on est tous fragmentés, parce que vous prenez une vitre, un miroir, une surface, vous la pétez, ça va faire des morceaux. Notre psyché, c'est pareil. Choc égale morceau, fragmentation.
nous allons développer donc nos alter-ego. L'orgueil, c'est pas l'orgueil, c'est pas une entité. L'orgueil, c'est plein de petits orgueils. Un alter-ego, un alter-ego, un alter-ego, un alter-ego qui développe des vies propres et indépendantes, séparées les uns des autres, et coupées de l'individu. Mais l'individu, il est absent parce qu'il n'y a pas de soi, parce que le soi, c'est le principe même de la réunification. Donc il n'y en a pas, en fait, tant qu'il y a de la fragmentation. Et tant qu'il y a de la fragmentation, on est programmé. Parce qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes, parce qu'on n'a pas d'union, donc on n'a pas d'esprit, donc on est programmé, programmable. Le psychotique, dont le cas extrême est la schizophrénie, c'est donc c'est une technique de compensation de la souffrance, de la perte, de l'arrachement de l'état originel par des alter-ego qui vont nous induire de la sensation de puissance, de la sensation d'exister. Donc, soit ce sera de la sensation de puissance, soit ce sera de l'irréalité, donc du rêve, du fantasme, de la projection, de l'idéalisation. Soit ce sera de la sensation de puissance, donc ce sera d'identification soit à des personnages importants, soit à des rôles importants, genre, oui, moi je suis quelqu'un d'important dans le monde, soit à des rôles de sauveur, hein, parce que le sauveur, ça part encore d'un besoin de compenser une souffrance. Enfin, tout un tas de rôles qui vont donner une sensation d'exister pour compenser ce qui nous manque, ce qu'on a perdu. Et cet état originel, qui en soi, il n'y a pas d'état originel, hein, il y a juste la sensation de l'avoir perdu. Parce qu'en soi, il n'existe pas, l'origine n'existe pas. Plus nous allons nous réunifier, donc amener cet esprit en nous-mêmes, cette intelligence, plus nous allons vers l'état originel qui n'est pas un état, puisque c'est vibratoire. C'est là que les traditions, moi je trouve, ont leurs limites, parce qu'elles parlent sans cesse d'état, d'état, d'état. T'as l'impression que c'est un truc genre, ouais, c'est bon, c'est figé, Non, c'est vibratoire, c'est vivant. Et on y va, ça ne vient pas d'un truc qu'on a perdu, mais nous on a la sensation de l'avoir perdu, et cette sensation, c'est la souffrance. C'est que la souffrance, parce que quand tu vis la sensation qu'on t'a arraché ton origine, bon, ben j'avais plein de trucs là-dessus, mais tu es en colère. Tu n'as que de la colère. Moi, par exemple, j'ai cette colère en moi, depuis toujours en fait. Quand je revois des photos de moi quand j'étais petite, putain, j'étais vénère. Hein. J'étais vénère, quoi. J'étais pas une petite enfant... Bah si, j'étais une petite enfant gentille et tout aussi, mais j'avais des aspects, parce que j'étais déjà fragmentée, on est déjà tous fragmentés, des aspects d'enfant rebelle, quoi. Et quand je suis arrivée au monde, ma mère m'a dit, elle me l'a dit il n'y a pas très longtemps, ça, elle m'a dit que je lui avais fait peur. Que la première pensée qu'elle a eue, c'est « Waouh, comment je vais réussir à gérer ce truc ?» Elle a eu peur de mon énergie. C'est chaud, hein, putain. Heureusement qu'il y a eu mon frère après, ça a calmé le truc. Hein. Donc, la compensation par la sensation de puissance, les alter-ego, les petits orgueils. Notre erreur consiste en croire que nous devons continuellement toute notre existence nourrir ces alter-ego, nourrir ces petits orgueils. Les lectures, surtout celles qui ont attrait à la spiritualité, l'ésotérique, voire le supramental, voire Nietzsche, peuvent être extrêmement dangereuses à partir du moment où elles viennent nourrir un alter-ego, un besoin de puissance. Parce que toutes les informations qui seront transmises vont être utilisées par cet orgueil pour compenser par la sensation de puissance ce qui lui manque. Et en ce sens, ces informations-là sont dangereuses. Nietzsche, ça peut créer des états de dissociation. Dans le sens, ça peut nourrir des parties de nous-mêmes mégalomaniaques. Hitler, c'est l'exemple d'un mec qui n'a jamais compris Nietzsche. Qui a nourri un aspect fragmenté en lui pour
pour dévier. Et pour répondre à son entreprise de vengeance. L'idéalisation, donc lui, ce qu'il a fait, donc l'idéalisation de la race aryenne, directement inspirée par on appelle ça l'imaginaire des grands blonds, des nordiques, ces entités qui en soi n'en sont pas, hein, c'est des formes mémorielles, donc c'est pas vraiment vivant, hein, c'est étrange, c'est bizarre, c'est de la... Mais c'était présent dans ses bases mémorielles, l'arien lui a été inspiré de ça, parce que lui, il ressemblait pas vraiment à un arien quand même, le mec petit et brun, quoi. Donc là, ça montre bien le complexe d'infériorité, hein, et le besoin de compenser par un idéal, et par aussi une fantasmagorie des dieux grecs. Parce que, bon, dans l'histoire, oui, on a les statues des dieux grecs, et puis ça représente l'idéal humain selon un canon d'une époque. Il y a une époque, mais aujourd'hui, les hommes, ils ne ressemblent plus à des statues grecques, quoi. Heureusement, quand même, parce que, bon... Et donc, il a complètement projeté, à partir d'un imaginaire qui ne venait même pas de lui, en fait, dans le sens qui était totalement emprunté. C'est ça, le problème. Quand tu es fragmenté, c'est que tu ne fais qu'emprunter. Tu ne fais qu'emprunter. Tu ne fais que prendre à l'extérieur, dans la mémoire. Les gens qui signent des pactes avec le diable, en fait, ils signent des pactes avec de la mémoire pour avoir de la sensation de puissance à partir d'éléments qui ne leur sont même pas propres. Et ça n'amènera, plus ça va évoluer, plus ça va amener encore plus de pertes, de perdition, et ça va amener encore plus d'irréalité. Et quand le réel va revenir à la charge pour mettre une baffe, parce que le réel en tant que tel, c'est de la baffe. Le réel, c'est ça. C'est fait pour toutes des baffes, le réel. Tu perches, bam! Attends, tu projettes, bam! Tu idéalises, bam! C'est ça le réel. Et bien, quand le réel il arrive pour te refoutre la baffe, bam! Toi, t'es plus bactère. Et là, le choc est si important que tu es obligé de prendre des substances pour te défoncer la gueule. C'est intéressant d'ailleurs parce que tous les dictateurs, les psychopathes et tout, en général, ils prenaient de la drogue. Et ça, c'est des trucs bien connus que Hitler, il prenait des amphètes. Alors, ça te servait aussi à booster, à nourrir sa mégalomanie. Bon. Tout ça, c'est un serpent qui se mord la queue parce que, en fait, la fragmentation, la psychose, je parlerai après de la névrose, qui est l'inverse, en fait, ça conduit l'individu à toujours plus d'insensibilité. Quand tu as besoin de te sentir puissant, par des lectures, soit le supramental, c'est dangereux, je veux dire, tu es fragmenté dans ta psyché, tu crois à ce truc de sixième race racine, tu crois à ce truc de survivant de fin de cycle, ça y est, tu te prends pour l'élu. Tu crois que tu es un survivant de fin de cycle. Et là, ça y est, c'est parti, la dégringolade dans l'irréalité, quoi. Et en fait, ça amène de l'insensibilité. Parce que comme c'est pas réel, ça va, en fait, ce qui va se créer c'est intéressant en tant que tel, mais ce qui va se créer dans le corps, dans la chair, c'est de l'insensibilité. En fait, tout ce qui t'amène à te rendre insensible, c'est que tu es en fait sur une voie d'irréalité. Et donc, tu vas toujours repousser plus les limites, mais comme tu ne sentiras plus rien, tu auras besoin de sensations toujours plus fortes. Et tu auras besoin de te défoncer la gueule pour avoir de la sensation. Alors, dans cet exemple-là, dans ce cadre-là, je dirais qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui, à la base, sont hypersensibles. Donc, qui arrivent au monde, qui sont hypersensibles, voire qui ont un sixième sens, on va dire clairvoyant, tout ça, et qui ne peuvent pas supporter au quotidien leur hypersensibilité parce que dans ce monde de morts et de zombies et de moutons, c'est difficile à supporter. Comme dirait Bernard, le plus dur, c'est de supporter ce qu'on sait, dans la solitude. Bon, du coup, ça, quand tu es hypersensible, c'est très très compliqué. Donc, tu vas te rendre insensible comme système de défense. En fait, il faut voir que tous ces comportements sont des systèmes de défense automatiques, primaires, archaïques, inconscients. Donc, comme système de défense, tu vas te rendre insensible et puis tu vas nourrir tes alter ego
les uns après les autres, comme un fermier qui irait nourrir ses animaux tous les jours, en espérant que comme ça, tu vas t'en sortir, ou en croyant que comme ça, tu avances. Mais tu n'avances pas du tout. Tu avances, oui, tu avances dans la folie et dans l'aliénation. Tu avances dans l'irréalité. Et ça fait toujours plus mal quand tu tombes. Ça fait toujours plus mal. Enfin, quand le réel te fout la baffe. Donc, tu t'amènes à toujours plus d'insensibilité. Et il y a l'autre catégorie de personnes qui, elle, est déjà... En soi, je ne sais pas si ça existe, quelqu'un qui arrive et qui est insensible, mais qui va choisir comme mode de compensation à sa souffrance de base la prédation. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va choisir l'autodestruction, celui qui est hypersensible, il va choisir l'autodestruction parce qu'il est tellement sensible qu'il ne veut pas détruire les autres, donc il va s'autodétruire, il va retourner la force contre lui-même. Puis il y a celui qui va choisir de détruire à l'extérieur pour compenser par la vengeance qui va lui amener sa sensation de puissance, la colère de son déchirement d'avec l'origine. Donc, j'ai pu... Alors, on a tous été cruels, hein, je veux dire, on a tous eu... Enfin, non, pas tout le monde, mais... Non, pas tout le monde. Mais moi, j'ai été cruelle. Ça m'est arrivé de me moquer de quelqu'un de fragile. Qu'à partir de là, j'ai été cruelle. Le tout, c'est qu'il faut pouvoir s'en rendre compte, parce que c'est très, 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 très grave. La cruauté, c'est pitoyable. C'est pitoyable, il n'y a rien de plus désespérant que la cruauté, en fait. La cruauté, ça montre à quel point t'en es rendu dans ton non-amour et dans la perte de toi-même, quoi. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que je disais ? Là oui, j'ai pu observer des cas extrêmes de cruauté. Bon, c'était un vernissage, en fait. Et il y avait des personnes... c'était pas tout à fait de l'art contemporain, c'était une branche un peu à part. Mais c'était dans un contexte où il y avait des personnes avec une richesse quand même, une richesse matérielle assez conséquente. Donc des personnes qui avaient fondé des empires, qui avaient empilé les empires. Parce qu'en fait, quand tu crées un premier empire, après ça ne suffit pas. Donc il faut un deuxième, un troisième, Et plus tu crées tes empires comme ça, plus ton insensibilité devient grandissante. Parce que bon, le fait que tu n'en as jamais assez, ça va te rendre insensible. Je fais une petite parenthèse, hein, mais à notre échelle à nous, l'excès de confort, le fait que nous ne soyons plus soumis aux forces de la nature et à la nécessité de devoir composer avec elle, nous amène de l'insensibilité. On ne connaît même plus le prix, enfin, la saveur de boire une boisson chaude le matin. Parce que pour nous, c'est normal. Et en fait, c'est là que... Moi, j'ai déjà parlé de ça, en fait. Mais c'est là que la dégringolade, elle commence. Parce que une des premières sources d'épanouissement qui nous permet de nous connecter à notre être sensible, c'est justement le fait de pouvoir savourer le plaisir des choses simples. Non, mais le plaisir de pouvoir répondre à ses besoins vitaux, aux besoins de son corps. Et comme on est coupé de notre corps, c'est la dégringolade. Le propre d'ailleurs de la structure psychotique, c'est justement, à force de fragmentation, à force d'identification à des altérités égotiques, d'en arriver à ne plus être en mesure de répondre à ses besoins vitaux. Et vous observez, mais à l'échelle planétaire, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on a plus de biens ou de produits qu'on a de besoin, et c'est cet excès qui nous tue. Parce que quand un être, il n'est même plus capable de pouvoir énoncer et savoir pour lui-même de quoi il a besoin, mais qu'il s'invente des besoins, et bien alors c'est le début de la folie. C'est le début de l'aliénation mentale et de la coupure avec lui-même, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que toutes les réelles, on pourrait dire thérapie, au vrai sens du terme, c'est
c'est toujours un retour à l'essentiel. Et ça commence toujours par la simplicité. Tiens, il y a un truc qui me vient là, c'est dans... Non, je vais pas dire... Non, je vais pas donner cette référence cinématographique. Moi, en fait, si, il y a plein de références cinématographiques qui parlent de ça. Mais après, c'est bien de voir des films. Le truc, c'est de pouvoir le vivre. C'est de pouvoir vivre ce que c'est que l'intensité de boire un verre d'eau. Je me souviens, quand j'étais une fois au collège, j'avais une prof qui voulait faire connaissance. Elle était super, cette prof. Elle était belle, elle était tellement enthousiaste. Elle était géniale. C'était une prof d'allemand. Et tout le monde l'aimait. Elle était vraiment fantastique. Et elle faisait un tour de table et elle nous demandait quelle était notre passion. Elle-même, ça se voyait qu'elle était passionnée. Et je me souviens, moi j'arrive à mon tour, et alors ce qui était génial avec elle, c'est que bien sûr elle était hyper tolérante, hyper ouverte, et bien sûr elle jugeait pas, donc en fait tout était permis avec elle, on pouvait dire vraiment, on pouvait se lâcher complet quoi. On pouvait même se livrer, elle nous offrait des bonbons, elle nous faisait des cadeaux, enfin non mais elle était géniale cette prof. Et il faut dire aussi que c'était sa première année. J'arrive, donc c'est à mon tour, et puis elle me dit alors toi Elodie, c'est quoi ta grande passion ? Et je me souviens à l'époque, j'adorais les chevaux, j'adorais tellement de choses, j'aurais pu lui dire plein de trucs. Et je lui ai dit, en la regardant bien dans les yeux, ma grande passion, c'est de boire de l'eau quand j'ai soif. Et de manger quand j'ai faim. Je me rappelle encore de sa tête. Alors elle a souri, en me regardant genre, waouh, ok, j'ai une originale. Mais en fait non, j'étais pas du tout originale. Je répondais juste qu'on aurait dû répondre normalement si on était suffisamment en phase avec notre part de réel. J'avais pas envie de lui raconter des tartinades, moi j'avais pas envie de lui raconter ma life. Je voulais lui parler de ce que je ressentais. Ce qui était le plus fort pour moi, c'était réel, c'était de boire de l'eau quand j'avais soif. Et donc, quand on arrive à un niveau d'aliénation ou de dépression, un névrotique, c'est quand tu refoules tes pulsions, t'es coupé de ton être sensible, tu sais plus où t'en es, c'est justement ce contact, ce retour avec l'essentiel au sens de pouvoir répondre à tes besoins vitaux qui va progressivement te permettre de pouvoir engager ce processus de réunification. C'est pour ça que les pèlerinages, les épreuves qui éprouvent le corps dans ses limites sont toujours des sources en fait d'éveil, au sens se débarrasser de l'illusion, donc en fait de ce qui nous coupe de cette part sensible. Quand j'étais partie marcher avec mon compagnon, au bout de la première semaine, j'ai eu un moment de grâce, on pourrait dire un moment de grâce. On n'était pas un, mais c'était... On devrait tous avoir... Enfin, on l'a tous connu ça, mais des fois on oublie. On avait campé sur les plateaux d'Aubrac. Donc en fait, c'était déjà en altitude. Et il avait neigé pendant la nuit. Et au matin, on se réveille dans un paysage magnifique avec des montagnes et de la neige. Donc je prépare le café et je bois mon café. Et là, je me suis trouvée tellement... J'ai fait, mais c'est pas possible, comment j'ai pu oublier ça ? Comment j'ai pu oublier ça ? Je le sentais, je sentais tout. Mon corps était purifié par la marche, mon esprit était... Mon mental plutôt était purifié par la marche. J'avais simplement envie d'un café. J'ai bu ce café, j'étais comblée. Et voilà le problème, à force de confort, on sent plus rien. Alors que ces plaisirs simples ne valent que dalle, ne valent pas d'argent, quoi. Je veux dire, le prix d'un paquet de café, ou je sais pas, ça vaut rien, ça. Au niveau financier, comme ça. Et pourtant, c'est tout. Et quand j'étais à ce vernissage, je voyais des êtres. C'était d'une tristesse, mais indescriptible la tristesse. Des êtres qui ont entassé de la richesse, entassé des empires, et qui ne ressentent plus rien. Ils sont obligés de se défoncer la gueule. Et en plus, ils ont les meilleurs vins, les plus grands crus, mais ça leur fait plus rien. Et
La seule chose qu'ils trouvent où ils se sentent encore vivants, mais c'est pas vivant, hein, c'est simplement des impulsions électriques parce que c'est comme des animaux qui sont programmés. C'est la cruauté. Donc il n'y a plus que ça qui l'est. Le besoin, se nourrir par la cruauté, par la méchanceté, par les rires moqueurs, la prédation, genre ah tiens une nouvelle nana, ah tiens celle-là je l'ai jamais draguée, allez je vais essayer de la pécho. Et en fait, s'en battre les couilles, c'est juste par esprit de compétition parce qu'il n'y a plus que ça qui... Il n'y a plus rien, c'est que les instincts primaires du mode survie où l'individu est branché à ce niveau-là et il n'y a plus que les extrêmes parce que la cruauté, c'est violent. Il n'y a plus que ça qui... Ah, putain, je suis en vie, là. Non, t'es pas en vie. T'es juste, tu ressens quelque chose, mais c'est pas de la vie. Là c'est de l'état. Là, c'est comme un zombie à qui on a mis une décharge et que c'est son dernier soubresaut de fausse vie, quoi. C'est monstrueux, monstrueux. De toute façon, toutes les personnes qui en sont rendues à la cruauté et qui en sont rendues à rire par mesquinerie, par méchanceté, c'est le signe qu'elles sont mortes. C'est le signe qu'elles sont totalement dévastées de l'intérieur, qu'elles sont à l'état de survie, quoi. Et encore, survie, c'est encore sympa de dire ça. Où j'en suis? De toute façon, j'ai pas de plan. On dirait Agartha Shambhala avant que ce soit créé, genre le plan, le brouillon, quoi. Alors, la structure psychotique, donc vous avez... Bon, la structure psychotique, c'est le besoin de compenser l'insupportabilité de sa vie, de son quotidien, de sa banalité et de sa vacuité, parce que si on était confronté à ça, ça nous ramènerait de manière trop brutale et trop frontale au fait qu'on a perdu cet état originel, donc ce serait trop terrible. Donc on compense par des alter-ego, des petits orgueils qui fantasment des trucs, mais le simple fait même de rêver... Petite parenthèse, mais d'ailleurs, le principe même du rêve, c'est une projection astrale, c'est ce qui permet à l'âme, en fait, de pouvoir rendre... Enfin, non, c'est ce qui permet à l'individu qui est composé de plein de choses, et notamment d'une âme, de pouvoir supporter son existence. En fait, le rêve, c'est ce qui permet une évasion. Ouais, évasion ou possibilité également pour l'âme de vivre émotionnellement ce que l'individu a refoulé la journée ou ce qu'il a laissé dans la subjectivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que l'individu s'est empêché d'éprouver émotionnellement parce que soit c'est pas correct, c'était pas moral, c'était pas convenu, ou bien simplement il a pensé à quelque chose, parce que moi ça m'arrive très souvent, c'est-à-dire tu penses à quelque chose mais un truc complètement anodin, comme par exemple une pensée du style tiens cette bagnole cette voiture, j'aurais bien aimé l'acheter. Par exemple, j'aurais bien aimé avoir cette voiture. T'es garé sur un parking, tu vois une Jeep. J'avoue, j'aime bien les Jeeps, les derniers modèles de Jeep. Bon, je vois une Jeep comme ça, couleur vert fluo. Je me dis tiens, en vert fluo, il fallait oser quand même. Ah ouais, pourquoi pas, à la limite. Donc là, j'ai cette pensée, mais je l'ai de manière assez fugace, quoi. Je m'arrête pas là-dessus. Donc je laisse dans la subjectivité l'émotion qui est correspondante au fait de pouvoir acquérir cette voiture, parce que en fait le fait de vouloir désirer une voiture, c'est un truc qui ramène à l'enfance. Bon, moi quand j'étais enfant je jouais beaucoup aux petites voitures, tout ça. J'avais aussi des jeux de filles, hein, je ne suis pas qu'un garçon manqué, mais donc je me suis pas permise complètement de vivre l'émotion d'avoir cette voiture, de pouvoir, on va dire, jouir de ce grand jouet, de ce jouet. C'est des jouets, enfin là, je vois une Jeep vert fluo, pour moi c'est un jouet, quoi. Et donc, pendant mon rêve, je vais rêver que je suis au volant d'une Jeep vert fluo, quoi. Bon, voilà, c'est tout. C'est sûr qu'après, si dans la journée, vous avez une totale maîtrise de vos pensées et de vos émotions, vous n'allez pas aller avoir besoin de rêver... et de pouvoir tout revivre émotionnellement ce que vous avez laissé dans la subjectivité. Et c'est là justement que c'est intéressant, parce que c'est là que tu peux voir si tu es dans la maîtrise et non dans le refoulement de tes émotions. Parce qu'il y a une grande différence entre maîtriser et contrôler. Contrôler, c'est tu réfrènes, tu es dans le contrôle. Au début, tu es toujours, quand tu veux reprendre la maîtrise de toi-même, tu es forcément dans le contrôle.
parce que c'est pas naturel. Jusqu'à ce que ça devienne naturel, au début, c'est pas naturel. Et donc, tu es dans le contrôle, donc forcément, tu vas faire des rêves qui vont te montrer que tu avais réfréné tout un tas de trucs. Surtout quand tu pars dans la spiritualité, tout l'aspect pulsionnel est complètement refoulé, quoi. L'aspect sexuel, pulsionnel. Et le pire, c'est quand par exemple tu t'imposes des régimes alimentaires, parce que souvent, quand tu as besoin, en fait, quand tu t'es rendu compte que ta vie, que tu étais un zombie, enfin, ou que tu étais déprimé, que tu avais perdu le sens de la vie, tu vas partir dans les extrêmes. En général, les régimes alimentaires, ça fait partie justement de ces disciplines qu'on s'inflige parce qu'on veut changer. On veut passer à un autre régime, c'est le cas de le dire. Et en ce sens, c'est intéressant. Mais on se fait violence, quoi. Et donc, qui dit se faire violence, dit forcément refoulement des pulsions. Et alors, le vegan, Éric Judor, dans le film Problemos, il l'a super bien montré. Il a montré la violence du vegan qui passe tout son temps à se réfréner dans son aspect prédateur, dans son aspect animal, qui devient en fait un fou furieux, incontrôlable, quand il réouvre les vannes de ses pulsions. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un équilibre, et que l'alimentation, si c'est trop... je dis pas que les gens qui sont... Parce qu'il y en a qui sont, par exemple, véganes, mais ils se recommandent pas comme tels, ou qui sont végétaliens ou crudivores, et en fait, ça leur correspond complètement. Moi, je me souviens, j'avais vu il y a un documentaire là d'un mec qui se nourrit de prana, parce que j'avais critiqué ceux qui... Enfin, il y a un mec qui se nourrit de prana et de noisettes et de chocolat, mais genre, et de champignons. Mais il mange très très peu. Hein. Il y a un documentaire là sur lui, ce mec. Mais en fait, il est bien en lui-même. En fait, il est pas. En fait, lui, il est harmonieux. En fait, il s'est harmonisé en lui-même. On voit qu'il est bien en lui-même. C'est ça qu'il faut voir. De toute façon, il faut voir si t'es bien dans ta peau. Si en fait tu te fais souffrance, tu te fais violence, c'est que là qu'il y a du refoulé. Et quand tu arrives vraiment donc à ce niveau de maîtrise, où il n'y a plus à avoir de maîtrise parce que ça devient naturel, il n'y a plus besoin de rêver. Autant le rêve qu'on fait la nuit, les rêves qu'on fait la nuit, que les rêves qu'on fait le jour, hein, quand on projette des trucs de rêve. Et en fait, moins tu as besoin de compenser, en fait, moins tu as besoin d'évasion pour supporter ton réel, moins tu rêves. Il y en a qui sont rendus à ne plus rêver la nuit. Hein. Ça va loin, hein. Le simple fait même de se projeter, d'idéaliser, de tomber amoureux, ouais, parce que c'est une projection, c'est de la compensation par ça. Donc, c'est une réponse, les structures psychotiques, ce sont des réponses de défense. Et donc, on observe en soi d'abord, et chez les autres aussi, les systèmes de défense. Les systèmes de défense. Les systèmes d'autodéfense primaires. Donc, il n'y a pas le temps à la réflexion, il n'y a pas de distance, c'est direct. C'est comme le chien de Pavlov, t'envoie une décharge, il répond direct. Nous, on en est encore à ce niveau-là. Donc, c'est en ce sens que je parle de conditionnement, d'intelligence artificielle, tout ça. Parce que tant qu'on est branché là-dessus, il n'y a pas de vie, en fait, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. Et l'intelligence artificielle, si vous voulez, on pourrait dire, c'est le système, même si ça n'existe pas, hein, mais c'est le système qui régit, en fait, l'humain en tant qu'animal conditionné par ses réflexes et par ses systèmes d'autodéfense. Et donc, le truc, c'est que tant qu'on ne sort pas de là, on ne peut rien faire. Supramental, on peut laisser ça de côté. Hein. On peut tout laisser ça de côté. Hein. C'est dangereux. Hein. Tant qu'on est là-dedans, c'est dangereux. Tous les sujets, l'ésotérique, ce sera dangereux. Regardez ce que ça a donné avec les dictateurs qui se sont intéressés à l'ésotérique. C'est dangereux. Parce que c'est utilisé comme besoin de compensation par le pouvoir extérieur. Donc, il faut prendre un peu des notes un peu dans ce qui se passe dans l'histoire pour ne pas refaire les mêmes conneries plus tard. Il faut s'intéresser à la psychologie, il faut s'intéresser au système, aux structures psychologiques.
au système archaïque de réponse, d'autodéfense. Parce que tant qu'on n'aura pas compris, déjà le fait de comprendre, d'observer ça, ça permet d'avoir du discernement et de prendre du recul et de pouvoir s'observer soi-même. Il n'y a rien de possible si on ne peut pas s'observer soi-même. Et moi, j'ai compris un truc aussi, c'est que je vais arrêter de psychanalyser. Moi, les psychanalystes, c'est fini là. Les gens qui m'appellent à l'aide et tout, je ne réponds plus parce qu'on n'en sort plus. C'est interminable. On s'en sort jamais. On s'en sort jamais parce que c'est transfert sur transfert. La personne, de toute façon, si elle a décidé qu'elle serait un parasite, dans le sens où si elle a décidé qu'elle n'avait pas vraiment envie en tant que telle, elle n'avait pas de désir suffisant, si elle n'avait pas une dimension suffisante dans son désir pour se déprogrammer de ses conditionnements, elle va te pourrir, elle va te parasiter, elle va te prendre ton temps, ton énergie, elle va te faire croire que ça y est, elle a évolué, que ça y est, elle a compris, que grâce à toi, ceci, cela, mais en fait, que dalle, elle reviendra par derrière pour te foutre dans la merde, pour essayer de te plomber ton énergie. Et ça, c'est une réalité. Donc en fait, on peut se débrouiller que seul, quoi. On est seul à devoir faire le travail sur nous-mêmes. Donc c'est bien. Les bouquins de psychanalyse, c'est bien parce qu'il y a les outils dedans. Des gens qui partagent des vidéos sur la structure de la perversion, ceci, cela. C'est génial parce que ça permet à chacun de se saisir ces outils et puis de se les approprier. Bah, il faut toujours un peu les approprier. Hein. C'est comme dans tout, quand vous prenez un outil pour faire quelque chose, bah, il y a un moment donné, l'outil, vous allez l'améliorer parce qu'il ne correspond pas tout à fait à votre besoin. Ça, c'est toujours comme ça. Et donc là, c'est pareil. Moi, je me donne d'abord mes outils à moi-même pour m'observer, parce que j'ai envie de me sortir de ce truc. Mais parce que mon désir est suffisant. Parce que mon feu, mon énergie, là, ce truc qui vient des tripes, je l'utilise et je le mets dans mon désir de me déprogrammer. Mais les gens, ils n'ont pas de désir, putain. Ils sont en flasque, ils sont vacants, ils sont là, donc ils deviennent des parasites. Alors je vais te demander. Alors, et en plus, ils te remercient même pas. Ils t'appellent à l'aide. Et c'est que de la manipulation affective. Mais, et puis c'est transfert sur transfert, quoi. Oh, putain. Alors, première étape du transfert, quand t'es perdu dans ta vie, quand t'as pas de sens, tu tombes amoureux. Soit tu tombes amoureux, soit tu t'en viens à détester la personne. Alors, tomber amoureux, c'est que tu projettes un idéal, parce qu'en fait ta vie t'est insupportable. Tu projettes ton idéal, tu projettes ton film en grand écran, génial. Tu détestes, alors là c'est parce que t'es plus dans... non. Alors moi je mets, là c'est ton orgueil est tellement trop fort, genre ah non, lui, elle est vraiment, oh non, elle n'est pas professionnelle, il y a des trucs qui vont pas. Donc tu vas rentrer dans une guérilla où tu vas démonter sa structure, démonter ses systèmes, montrer que là il y avait une incohérence, tu perds ton temps et ton énergie. Là il y avait une incohérence, ah là ça fonctionne pas, regarde là tu vois bien que tu... Putain, les gens qui font ça avec moi, je viens dire mais vous perdez votre temps, moi je cherche même pas à être crédible, je passe mon temps à dire des trucs qui se contredisent. Parce que j'ai pas envie d'être cru en fait, tout simplement. J'ai pas envie d'être cru, quoi. Qui c'est qui a envie d'être cru? Les gens qui ont envie d'être crus, crus ou cuits, peu importe, font cuit. Ils ont envie d'être crus parce qu'ils ont besoin de compenser, ils veulent se donner de la crédibilité. Vous savez, moi, je fais 10 ans d'études, et puis parce que ce que je dis c'est vrai, parce que A plus B, mais waouh, génial. Non, j'en ai rien à foutre. Donc les gens qui font ça, je dis, mais j'ai envie de leur dire, vous perdez votre temps. Alors après... Si tu dis, ah bah non, tu perds ton temps, l'autre il va te dire, ah tu vois, tu es en refus de te confronter à la réalité, voyons. Alors ils vont essayer de te psychanalyser après, c'est tellement qu'ils se font chier, bah tiens, je vais te psychanalyser. Et en fait, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on a de plus important à faire dans la vie? De plus essentiel? De plus dimensionnel? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? C'est ça, il faut aller là, parce que sinon, tu t'éparpilles dans des trucs et tu deviens un parasite pour les autres. Donc, il n'y a pas à chier. Il faut trouver une pratique artistique, créatrice, peu importe, dans lequel notre énergie, notre feu, ce qui vient des tripes là, cette énergie, elle est utilisée pour quelque chose le plus intelligent possible en fait, ou alors le plus con, mais le plus rigolo, le plus amusant, le plus joyeux, le plus qu'on veut, quoi. Ah non, mais sinon, oh bon, là c'est pour ça j'abandonne en fait, tout ce qui est psychanalyse. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir une approche psychologique, il faut pouvoir mettre en lumière les structures psychologiques, mais il faut qu'il y ait un projet derrière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une dimension, et ça c'est ce qui a manqué aussi à la psychanalyse, ça c'est aussi un thème que je voulais aborder, ce qui a manqué à la psychanalyse,
Vous allez me dire, ah putain, je prends pour qui celle-là, qu'est-ce qu'elle manquait? Bah ouais, mais moi j'apporte ma contribution. Les gens qui critiquent en général, ils apportent rien. Parce que quand tu commences à voir ce que c'est la galère d'apporter des choses, bah tu respectes en fait, tu te mets à respecter tout le monde. Tu te mets à respecter tous ceux qui apportent des trucs. Et même moi, j'en reviens à respecter Jacques Attali. Même si je vais montrer pourquoi sa blague des pantalons, elle n'est pas drôle. Mais je respecte, parce qu'au moins le mec, bah, il propose des trucs, il bosse. Putain, ça fait un peu dictateur, genre faut bosser. Non, mais c'est pas ça. En fait, le travail, c'est intérieur, hein, d'abord. C'est intérieur. Le plus dur, c'est quand tu bosses à l'intérieur, mais que personne ne le voit, parce que bah, tu n'as pas de reconnaissance. Pour ça, de toute façon, il faut abandonner l'idée d'avoir de la reconnaissance, il faut se reconnaître soi. Mais de supporter que tu es en train de tout travailler à l'intérieur, et puis que ça paye rien du tout, tu es dans la merde, et t'en chies, et puis il n'y a personne pour te soutenir. Mais si tu arrives à supporter ça, putain, bah, t'en sors grandi. Tu passes Tu passes maître, mais de toi-même. Si tu arrives à supporter donc ta merde dans ton désert de merde. C'est là, hein, et dans la solitude. C'est ça un vrai héros. Mais ça se voit même pas que c'est un héros. Ben oui, parce que c'est un héros, ça se voit pas. Il va pas mettre des écussons, des médailles et tout, quoi. Ça, c'est pour les Illuminati. Les Illuminati, je déconne. En fait, ça me fait marrer les Illuminati parce que ça me rappelle quand je travaillais au collège, en banlieue, putain, c'était trop marrant. Une fois, ils étaient tout le temps à me chercher, genre, oh madame, ouais, quoi, ouais. Oh madame, c'est quoi votre point de vue à vous, madame? Oh madame, c'est quoi votre point de vue à vous sur les Illuminati, là? Oh, mais comment il me faisait rire, putain. J'étais là, attendez, je vais voir si le directeur ne m'entend pas. Non, j'ai jamais rien dit, j'avais pas le droit. Et quand tu travailles pour une institution, tu es obligé de respecter, la politique. Hein. Sinon, ou alors tu te casses. Ce que j'ai fait, tu te casses, parce que sinon t'es en porte-à-faux, quoi. Donc j'étais obligée de jouer au prof et de dire, comment ça ah, vous avez regardé beaucoup de vidéos complotistes, vous. Voyons, nous sommes en démocratie, nous sommes en pays laïque, voyons. Non, je suis pas allée jusque-là, mais presque. Bon, j'ai quand même joué la carte de la sensibilité réelle, parce que le jour où il y a eu ces fameux attentats de Charlie Hebdo, je leur avais passé la chanson de Kenny Arcana, putain. Cinquième soleil. Ça, c'est du costaud quand même. Hein. Ça, c'est de la tripe. Hein. C'est de la tripaille, ça. La nana, dans cette chanson, elle a sorti toutes ses tripes. Bon, après, j'aime pas vers la fin, genre, enfant du quinto sol, genre, vive les pléliadins, vive acheteur de légumes. Bon, là, elle est un peu partie en freestyle. Elle a perché un peu. C'était un peu niaiseux vers la fin. Mais au niveau de l'énergie, au début, là, comme ça monte, là, c'est du lourd. Hein. Et en fait, c'est ça aussi, si important, c'est que, comme je disais, tout est fait pour qu'on tue notre enfant intérieur. Parce que je parlais des rituels sataniques, mais en fait, il faut d'abord, avant de parler de ça c'est le cas extrême, hein, où il y a des rituels horribles, avant ça, nous, au quotidien, on tue notre enfant intérieur, sans s'en rendre compte. Et on perd notre sensibilité aussi. Et on se coupe de nos tripes aussi, parce qu'on ne veut pas sentir. Alors que ça vient, le réel, il vient des tripes. Et je pense que j'ai pas choisi la ville de Lyon par hasard, pays de la tripe. On s'en fout. Alors, je vais faire une petite pause pour remettre du feu. Hop là. Alors, j'en suis dans mon plan, qui n'en est pas un. Le lapin des Monty Python. Non, ça c'est une blague que j'ai ratée. Esprit qui se... Non, c'est bon. Ah oui. Merde, j'ai oublié d'éteindre la cafetière. Jacques Attali. Ah, alors je pars sur Jacques Attali.
Ouais. Jacques Attali qui n'a jamais trouvé d'adversaire à sa hauteur sur les plateaux télé, parce que les individus qu'il affronte n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes. En fait, c'est intéressant, Jacques Attali. C'est très très intéressant ce qui déclenche chez ses détracteurs. C'est très très intéressant. Il déclenche mais des passions, mais les gens ne se contrôlent plus, ils s'emportent, c'est genre Jacques Attali, c'est le diable, c'est d'un point de vue psychologique, ce que ça, enfin, d'un point de vue, juste si tu observes les comportements que ça crée, c'est l'impression, ouais, en fait, c'est comme la figure du père, et puis, les intervenants en face, c'est comme des adolescents, tout d'un coup, ils ont envie de faire leur crise, là, genre, oh, ils veulent détruire le père. Enfin, toutes les personnes qui ont d'ailleurs un problème avec la figure d'autorité, Jacques Attali, c'est le bouc émissaire, enfin, c'est celui à qui tu as envie d'envoyer les flèches sur le truc de fléchette, quoi, c'est terrible. Et ça me fait marrer. Et alors, oui, j'ai un ami qui... Oui, parce que les gens ne se maîtrisent pas, donc de toute façon, tant que tu ne te maîtrises pas toi-même, bah, c'est celui qui se maîtrise qui est supérieur à toi, et c'est comme ça. Et ça a beau être un esprit pas très... ça a beau ne pas être une âme très noble, bah, elle est supérieure à toi quand même. Et ouais. Comme disait le diable, qui n'existe pas, mais dans le bouquin de Napoléon Hill, Entretien avec le diable, à un moment donné, le diable il dit à l'humain, écoute, tu me feras vraiment flipper, tu commenceras un petit peu à me faire flipper, le jour où tu deviendras maître de tes émotions. Là, je commencerai un petit peu à me dire, oh putain, mes jours sont comptés. Mais pour l'instant, je peux même pas dire qu'il est de la pitié vraiment, parce qu'il est juste gavé. Mais regardez la tête de Jacques Attali, le mec, il est gavé, il en peut plus. En fait, il est gavé qu'il a jamais trouvé quelqu'un à sa hauteur. À un moment donné, il en peut plus, quoi. Il voit arriver, il dit, oh putain, encore un nouveau, là, qui essaye de... Oh, qu'est-ce qui va me faire le coup, cette fois-ci, celui-là? Il est gavé, quoi. Il s'ennuie. Il n'y a plus rien qui... Alors, si, justement, donc j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo où, en fait, il fait sa fameuse blague, sa fameuse blague du pantalon à une jambe. Alors, donc ça, c'est intéressant parce que c'est de l'humour de commerçant. Alors, les commerçants, donc je précise que c'est essentiel à la vie. Sans commerçants, on serait dans la merde. Ma mère, elle est commerçante, ma grand-mère est commerçante. Vive les commerçants, c'est génial. Mais un commerçant sans dimension, sans esprit, sans dimension, bah, c'est médiocre. Un commerçant qui s'identifie au fait qu'il est commerçant et qui croit que le sens de la vie, c'est d'être un commerçant. Au secours! Au secours! Si tu es identifié en tant que commerçant au fait que la vie, le sens de la vie, c'est d'être commerçant, forcément, tu vas rigoler, tu vas avoir envie d'entuber les autres. Hein. Je veux dire, il ne faut pas avoir... Et forcément, ce qui va te faire kiffer, c'est de vouloir entuber les autres, et tu vas t'amuser de la cruauté que tu vas récupérer en ayant réussi à entuber les autres tellement qu'ils sont cons, tellement qu'ils sont débiles, tellement qu'ils sont naïfs. Quand tu rigoles de la naïveté de quelqu'un, par cruauté, c'est qu'en soi, dans ta vie, il y a un tel vide, il y a un tel abysse, c'est incommensurable. Et donc chez sa blague, voilà, tout le monde la connaît, c'est genre que, voilà, ils vendent des pantalons, mais qu'ils n'ont qu'une jambe, et après il dit, bah les pantalons, c'est pas fait pour être portés, c'est fait pour être vendu. Alors déjà, une blague comme ça, elle ne passera jamais au comité de sélection des blagues carambars. Jamais. Jamais. Le gamin qui rigolait comme ça dans la cour de récréation était tout seul dans son coin, le pauvre. Hein, parce que c'est pas drôle. C'est méchant. Et c'est triste. En fait, c'est surtout très triste. Ça en dit beaucoup. En fait, on en apprend beaucoup sur les gens, à ceux à quoi ils rigolent, en fait. Même si dans l'absolu, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais là, c'est public, ils rigolent publiquement. Ah ça, waouh! Manque de dimension, voilà. Recalé au concours d'entrée de l'école du rire, là. T'es recadré direct, mec.
Donc tu es recadré, donc du coup tu te sens exclu, donc du coup tu veux compenser par un besoin de puissance, donc tu vas imaginer ton gouvernement mondial. Oh, c'est extraordinaire, un gouvernement mondial pour les contrôler tous, un anneau pour les contrôler tous, un gouvernement mondial. Et c'est là que je dérive directement sur le Seigneur des Anneaux et sur l'élite, la future élite. Alors moi, ça y est, je suis dans mon esprit Jacques Attali, vous voyez. En fait, moi, je ne suis pas mieux que personne d'autre, parce que je suis moi aussi complètement fragmentée, sauf que j'ai décidé de rigoler, parce qu'avec l'humour et l'autodérision, tu peux prendre de la distance vis-à-vis de tes petits alter-ego. Alors là, je suis dans mon alter-ego de Jacques Attali. Attention, je suis en train d'imaginer la future élite de la France. Ah oui, la France, ce pays que j'aime tant, jusqu'à ce que je l'aimerais plus et que j'aimerais un autre pays, que je déciderais d'aimer, je sais pas moi, l'Arabie Saoudite. Non, oh putain. Pourquoi pas, on s'en fout. Moi j'aime bien Gérard Depardieu qui s'est converti à l'islam, le mec, pour faire chier. J'adore ça, j'adore ce style. J'adore cette façon d'être iconoclaste, juste pour emmerder les esprits étriqués, quoi. L'esprit provocation, quoi. C'est parce que lui, il supporte pas il est grand, il aime la grandeur. Il supporte pas les esprits étriqués. Donc il provoque. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, je vais faire c'est mon petit instant Jacques Attali. Donc ce que je vais dire n'est absolument pas crédible et ni recevable, hein, franchement, c'est du pur délire. Là, on est dans le délire, on est dans la fantasmagorie au maximum. Je me plaisais à imaginer l'élite. Une élite harmonieuse qui serait composée d'individus au service du peuple, qui ferait passer leurs intérêts après ceux du plus grand nombre, qui auraient bien sûr de l'amour-propre et de la dignité, hein. Bien sûr, qui ne seraient pas comme on peut trouver des fois dans le social, des gens qui s'oublient complètement eux-mêmes parce qu'en fait ils sauvent les autres parce qu'ils n'arrivent pas à sauver eux-mêmes. Non, des êtres qui auraient une vraie dignité, une vraie noblesse, mais la noblesse, en fait, l'élite, normalement, c'est la noblesse, mais la noblesse qui est au service des personnes des plus faibles, en fait, qui protègent les plus faibles. Comme on peut trouver dans la structure de la meute de loups, où les anciens, les vieux loups, jouent le rôle d'éclaireurs, hein, quand ils sont en croisade, pas en croisade, en pèlerinage, enfin, qu'ils se déplacent, et les loups les plus costauds sont à l'arrière pour clôturer en fait la meute, pour la fermer, pour être sûr qu'il n'y a personne qui est laissé de côté, et pour protéger des attaques ou des dangers potentiels qui pourraient venir justement à l'arrière menacer le groupe. Donc ça c'est intelligent comme structure. Donc là j'avais imaginé donc une élite comme ça, et avec un système de régulation où à chaque fois qu'il y a un individu, parce que de toute façon dès qu'on donne le pouvoir à quelqu'un, il y a un risque de perversion. Il y a un risque que la personne utilise le pouvoir pour compenser sa blessure d'amour-propre ou son insécurité ou sa blessure, sa coupure avec son enfant originel et tout. Donc, il y aurait un système qui viendrait en fait déclencher une sorte de signal pour indiquer « Ah, tiens, là, lui, il est en train de s'approprier le pouvoir. Il est dans un truc de compensation. » Et il serait remplacé par quelqu'un d'autre. Et puis là... je me disais, oh là là, qu'est-ce que je suis intelligente, oh là là, mais bon, oh vraiment, je vais envoyer ma candidature à l'Élysée, là, parce que, alors, oh là là, dis donc. Et puis là, 2 minutes après, je me suis rassis et je fais, putain, non, en fait, je suis juste très conne, je suis tellement conne, parce que c'est comme ça, quand on monte, on redescend toujours, hein, c'est comme au ski. Et enfin, cette année, on va pas monter du tout, enfin, si, je vais peut-être monter, mais bon. Wow, toi, tu vas pas descendre. Et... waouh! Et en fait, je me disais, mais non, tout était déjà dit dans l'œuvre de Tolkien. L'œuvre de Tolkien, c'est genre le truc, le monument de c'est... Ah la vache! Tout était là-dedans, dans l'œuvre de Tolkien. Qui peut porter l'anneau? L'anneau du pouvoir.
Qui peut porter l'anneau du pouvoir? Quel est le seul être capable de porter l'anneau du pouvoir sans se laisser pervertir, sans se laisser ternir son âme, en gardant son cœur pur? Réponse, un enfant. Alors Frolon, c'est pas tout à... Frodon ou Frolon, je sais plus comment on dit, Frodon. C'est pas tout à fait un enfant, c'est un adolescent. Enfin, il est dans un âge interstitiel entre l'adulte et l'enfant. Et c'est lui, il n'y a que lui qui peut le porter, l'anneau. Alors, c'est intéressant parce que tout tourne autour de ce personnage pour montrer que ce personnage, donc c'est lui qui porte l'anneau du pouvoir, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul, mais il est seul quand même. Dans le sens, il n'y a que lui qui peut le porter. Et sa mission, c'est de surtout ne le laisser à personne, quoi. Et il est aidé donc de son ami, qui est son partenaire, son compagnon, qui est, on pourrait dire aussi son ange gardien, aussi, ou celui qui a peur, enfin qui a souvent peur, mais qui est là pour lui montrer aussi le danger, parce que le défaut, la qualité de cet enfant pur, c'est qu'il est tellement pur, enfin c'est tellement qu'il est tellement porté par la lumière qu'il en oublie le danger. Donc il a besoin d'avoir son compagnon qui dit « regarde, tu vois, t'es sûr là, je le sens pas trop, attends, va voir ton GPS » parce que il a aussi Gollum qui est là en présence pour lui rappeler « oh putain, si tu te laisses avoir, pervertir, regarde à quoi tu risques de ressembler ». Il a aussi Gandalf. Gandalf, c'est le grand sage qui permet en fait de maintenir un équilibre suffisant entre les forces du mal et les forces du bien, parce que il ne faut pas que Sauron prenne trop de place non plus, sinon ça crée un déséquilibre. Donc lui, il est là pour maintenir les forces. Il a les elfes et les... alors les elfes, comment ils s'appellent les méchants là, enfin pas les méchants, mais les cons, merde, les grosses brutes débiles, c'est l'antithèse des elfes. Donc en fait les elfes, c'est la version évoluée du haut astral des entités reptiliennes du bas astral, mais c'est un peu les deux, mais il les utilise, il compose avec, parce que quand même, il a besoin de ça pour accomplir son dessein. Et il a aussi les hobbits, qui eux sont, et les rois, et les hommes, qui sont les êtres les plus réels, en fait. C'est ceux qui se rapprochent le plus de l'humanité, qui représente un peu, qui représente l'espoir. Enfin, le roi, c'est l'espoir de l'humanité qui a récupéré sa noblesse et sa souveraineté, justement grâce à ce que cet enfant a accompli aussi, en portant l'anneau pour le détruire. Mais le film, c'est surtout le chemin, c'est-à-dire c'est surtout le fait de porter cet anneau sans se laisser prendre par les forces, en fait, les forces du mal, enfin les forces de mort, quoi. De toute façon, ça fait longtemps, moi j'avais regardé, bon, j'ai jamais lu les livres, mais les films, je les ai vus il y a très longtemps, faudrait que je revoie tout ça parce que c'est tellement énorme. Donc voilà, une élite, alors c'est pas du tout recevable ce que je dis, mais en fait une élite, ce serait une élite constituée d'enfants. Ce serait une élite constituée d'enfants ou d'adolescents. C'est pas recevable. Alors, il n'y aurait pas que ça, il y aurait un conseil de sages, il pourrait y avoir aussi d'autres, il pourrait y avoir il faudrait qu'il y ait des artistes, il faudrait qu'il y ait des artisans, en fait il faudrait qu'il y ait des personnes suffisamment investies au niveau de leur dimension, dans leur désir, dans leur art, pour pouvoir, et avec une pratique, avec un réel travail dans la société, comme par exemple, j'avais donné l'exemple de Philippe Etchebest, parce que lui, il a son restaurant, il est dans son art et dans sa pratique, mais il a son restaurant, et il défend les restaurateurs, il est au service du plus grand nombre aussi, en plus de servir son entreprise. Donc il faudrait des gens un peu comme ça. Mais à la tête, il faudrait en fait un enfant, un adolescent, quoi. Une sorte de Frodon, quoi. Non mais, c'est pas recevable. Je vais pas aller affronter Jacques Attali sur un plateau télé pour lui dire ça. Ou alors, peut-être que ça pourrait le faire rire, et là, ce serait déjà un bingo. Parce que putain, pour faire rire un mec comme ça, il faut y aller. Alors,
Amitié. Bon, voilà, c'est bon, ça c'est fini sur l'élite. L'amitié. Alors, l'amitié. J'en suis où? Ouais, ça va encore. Enfin, ça va pas du tout, mais... L'amitié. Alors, vous allez voir, je vais dire un truc un peu... Waouh. L'amitié est ce qui manque à la psychanalyse. Ça aide vachement d'avoir un non-plan, un non-plan pour suivre un non-plan. Ça aide vachement. Je vais faire ça plus souvent. Donc, je dis, l'amitié, c'est ce qui manque à la psychanalyse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont amis avec leur psychanalyste ou avec leur psychologue ou avec leur thérapeute. Tant mieux pour eux. Je dis, ça manque en tant que compréhension de l'intelligence de ce qu'est l'amitié, comme étant la forme la plus évoluée de relation entre un homme, une femme, deux hommes entre eux, deux femmes entre elles. Tout d'abord, je vais commencer par une petite parenthèse sur Antonin Artaud, parce que c'est une figure que j'ai trouvée... enfin, une figure, non, enfin, c'est une personne qui a amené beaucoup d'éléments vraiment, très riches. Alors, c'est un mec qui a été interné une grande partie de sa vie à l'hôpital de Rodez. Il a participé au début du mouvement surréaliste avec André Breton. J'ai jamais supporté André Breton. J'ai jamais supporté ce mec. Je me souviens que j'avais lu son bouquin, la Nadia, je sais plus. On m'avait obligé à le lire, enfin, au lycée. Et c'était à contre-cœur que j'avais lu ce bouquin. Je sentais pas la vibe, quoi. Je sentais l'arnaque d'un bourgeois, d'un psychanalyste collectionneur bourgeois, intéressé par le pouvoir, mais intéressé surtout par prendre chez les uns et les autres les éléments les plus intéressants pour en faire, lui, son mouvement à lui, quoi. Ah, ça m'énerve, ça. Et en fait, ils ont viré Antonin Artaud parce que le mec, il sentait, il flairait l'arnaque partout, quoi. Donc, il leur disait, mais votre principe de révolution, la révolution surréaliste, vous n'avez pas compris, la révolution, c'est intérieur. Le mec, il était parti au Mexique, il était allé... Il a repoussé les champs d'observation de la psyché. Bon, il a pris du peyote et tout ça. Mais il était appelé par une introspection que aucune autre personne de ce groupe n'était capable. Et comment ils ont répondu à ça? En le virant, quoi. C'est pitoyable. Après, tant mieux pour lui, parce qu'il fallait mieux pas qu'il reste avec ses bourgeois. Ces bourgeois, Et... Donc, il a été interné une grande partie de sa vie. Alors, il faisait des enregistrements, il y a des enregistrements de lui qui sont vraiment flippants, où on l'entend hurler, des sons, des cris. Il parle de merde, de caca. Et en fait, ce mec, il chiait l'irréalité de l'intellectualisme, du concept. Il a chié l'irréalité à sa manière, ce mec. C'était un aliéné, il se définissait même lui-même comme tel. Mais avec pour rôle de confronter en fait l'homme de son temps à ce qu'il y avait de faux en lui. Et donc il était interné, et alors il écrivait des lettres à son psychologue, ou son psychiatre, je ne sais pas trop si... Son psychiatre d'ailleurs qu'il a beaucoup aidé, enfin qu'il l'a beaucoup écouté, à qui il a répondu. Ils s'écrivaient les deux, hein. Les deux s'écrivaient ensemble. Et donc j'avais lu ces lettres à l'époque quand j'étais adolescente, parce que j'avais travaillé dessus, et je ne les ai pas relues depuis. Mais ce que je garde à l'esprit, c'est que Antonin Artaud avait pour objectif d'établir un contact entre les aliénés, les fous, on va dire comme ça, et le corps médical. Donc, quand il faisait ses travaux, ses œuvres, enfin, ses dessins, ses textes, ses poésies, il partait dans ses tréfonds. Et quand il écrivait à son psychologue, c'était impeccable. Donc, il avait une distance, en fait. Il a quand même une distance vis-à-vis de sa propre folie. Et il savait qu'il pouvait utiliser ça pour justement établir ce contact. Et ce contact,
C'est intéressant parce que c'était un contact d'amitié. En fait, il voulait devenir ami avec son psychiatre, son psychologue. Il voulait lui faire partager, lui faire ressentir ce que ça pouvait être que la folie. Pour que le corps médical puisse entrer en compassion. Et la compassion, c'est de la compréhension. C'est pas un truc aveuglé, hein, la compassion. C'est de la compréhension. De la compréhension pour pouvoir permettre d'entrer en partage vibratoire. Et en fait, c'est le partage vibratoire qui peut amener de la guérison. Alors, je vous donne un exemple, ce qu'on appelle, vous savez, alors je crois que c'est les Tahitiens, le Ho'oponopono, le principe du Ho'oponopono. Donc là, il y a une tribu, mais j'ai oublié son nom, je crois que c'est à Tahiti. J'avais lu des trucs là-dessus à l'époque, je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Ils expliquaient, donc, il y avait un chaman dans cette tribu qui expliquait que dans leur approche à eux, dans leur médecine ancestrale, personne n'était jamais malade. C'est-à-dire que quand une personne allait mal, comme par exemple développer une forme de dépression, j'ai oublié de dire ce que c'était que le principe névrotique, bon, je vais le dire après. Et bien en fait, ils se réunissaient tous entre eux pour en fait prendre une partie du mal sur eux, parce qu'ils savaient que s'il y avait un élément qui était désolidarisé du groupe parce qu'il était mal, ça allait se répercuter sur les autres. Donc en fait, c'était une sorte de principe de survie du groupe, de la communauté, pour lui permettre de perdurer. Alors nous, ça, c'est plus des trucs qui sont vraiment applicables parce qu'on n'est plus dans un système communautaire comme ça. Parce que les systèmes communautaires, ça marche en petits groupes, hein, mais nous, on n'est plus là-dedans, donc ça ne peut pas marcher. Mais Antonin Artaud, ce qu'il faisait, c'était ça, c'est-à-dire soit si toi, le psychiatre, t'arrives à rentrer en compassion, donc en fait en partage vibratoire avec moi, bon, il y a moyen que toi, on puisse échanger des informations et que moi, je puisse me sortir de mon truc, que toi, tu puisses gagner en compréhension, donc en intelligence, donc tu puisses aussi, toi, avancer dans ton travail qui est d'être un médecin, et on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir évoluer, même en tant qu'humanité. Ça allait jusque-là. Et donc, quand je disais l'amitié, c'est ce qui manque à la psychanalyse, l'amitié, c'est du partage vibratoire. C'est l'amitié. En fait, quand tu établis une amitié avec quelqu'un, tu te syntonises vibratoirement avec l'autre. Quand on était petit, à la cour de récréation, on devenait ami avec quelqu'un. Comment on faisait quoi? Au début, on s'échangeait des trucs. On peut s'échanger un regard, on peut s'échanger des références. Ah, alors toi, tu fais quoi, toi, mercredi? Tiens, tu viens chez moi, ou je sais pas. Tiens, les billes, tiens, on s'échange les billes, on s'échange les pogs, les machins. Moi, j'étais vachement dans les billes et dans les pogs, surtout à une époque. Bon. Et on s'échange des trucs entre amis. Et à partir de cet échange, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette fréquence, cette syntonisation vibratoire. Alors, et là, à partir du moment où il y a ces syntonisations, l'information, elle passe tellement plus vite. Ça, c'est le haut débit, là, c'est direct, c'est connecté, et la personne, elle peut être à l'autre bout, ou alors tu peux être séparé, tu seras connecté. Ça, c'est intéressant. J'ai tellement de choses à dire là-dessus, putain. Donc, ce principe de résonance vibratoire, il y a un exemple super intéressant à prendre, c'est Frank Lobvé, le travail de Frank Lobvé, son approche. Parce que lui, en fait, à partir d'une simple question formulée par une personne, il fait vibrer en lui la structure de la personne. Comme je disais, sur la perversion narcissique, on a tous la structure de la perversion narcissique. En fait, on peut en soi faire vibrer toutes les structures. J'en profite pour parler de la structure névrotique. Par opposition à la structure psychotique, le névrotique, lui, il va refouler ses pulsions. Bon, ses pulsions de vie, ou son énergie de vie, son feu, plutôt que, comme le psychotique, lui, va partir en alter ego, en fragmentation, en délire narcissique, genre « Je suis Jeanne d'Arc, je suis Napoléon, regardez-moi !» Bon, en mode comme ça. Ou en mode « Oh la vie, oh là, oh vraiment, je vais faire ça, c'est extraordinaire ce que je vais faire, en phase, en fait. » Bon, ça, c'est tout ce qui est extrême. Le névrotique, lui, ça va être l'inverse. Il va tout refouler, il va tout refouler en lui-même, il va tout prendre sur lui-même. Donc souvent, il y en a, ils vont avoir tendance à, par exemple, c'est facile de dire ça, mais ils vont grossir. Ils prennent ils refoulent, et ils bloquent l'énergie. Ils bloquent les émotions, ils refoulent, ils grossissent. Donc, on les a en soi, moi je dirais que j'ai plus la structure psychotique, mais je peux aussi très bien vibrer sur la structure névrotique aussi. Donc,
on a potentiellement en soi toutes les structures, on peut les faire vibrer, ces structures. Et Frank Lobvé, son approche, c'est ça. Il se laisse vibrer, en fait, la structure. Et en faisant ça, c'est de la compassion, hein, pour moi, parce que c'est intelligence qui fait, c'est de la compassion. Ben, en faisant vibrer la structure en lui, il montre à la personne, donc il met en lumière la structure, donc il permet à la personne de prendre du recul par rapport à sa structure à elle, à laquelle la personne est totalement identifiée. Elle prend du recul et il démystifie le truc, il amène de la neutralité, il amène de l'objectivité, et surtout il montre, regarde, moi je ne suis pas séparée de toi, si tu veux. Moi aussi j'ai comme ça. D'ailleurs lui il dit, moi j'ai la structure du menteur. Voilà, transparence. Il montre que lui-même il a sa propre programmation en fait, mais qu'il est possible d'avoir du recul, du discernement par rapport à ça. Et donc une déprogrammation. Mais pour qu'il y ait une déprogrammation, il faut l'avoir reconnue. Ah oui, bah, quand tu as la structure de la perversion narcissique du bourreau, tu n'as pas envie de le voir. Hein. Alors quand tu es la victime, et moi je dis la victime, souvent c'est pire. Bon, où j'en suis? Donc là, il manque à la psychanalyse l'amitié, en tant que syntonisation vibratoire, et non-séparation de celui qui accompagne, de celui qui est accompagné. Et j'aime bien le terme de compagnon, parce que compagnon, celui qui accompagne, le copain, celui avec qui tu partages ton pain, donc tu partages, donc tu rentres en vie. Là, on peut faire quelque chose d'intéressant si on arrive à ça, à du compagnonnage, à être copain. Mais c'est un chemin. Pour devenir vraiment copain avec quelqu'un, bon, tu as des personnes, tu vas être copain tout de suite, parce qu'il y a déjà, c'est déjà prêt, on va dire. Mais il y en a, ça va être tout un travail pour devenir copain, parce qu'il y a tout un tas de trucs qui empêchent d'être copain, de rentrer en partage vibratoire. Il peut y avoir de l'autodévalorisation de soi, de la part d'une des personnes, ça va t'empêcher d'être copain. Il va y avoir un manque d'autodérision, parce que tu n'es pas copain avec quelqu'un qui tire tout le temps, qui n'est pas marrant. Je veux dire, t'es copain, quand tu as un copain ou une copine, c'est parce que tu t'éclates avec, tu passes du bon temps, tu t'amuses. Copain, ça veut dire amusement. Si la personne, elle est chiante, tu n'auras pas envie de l'aimer, tu n'auras pas envie d'être copain avec. Il faut pouvoir partager, des trucs. C'est tout un truc. Et c'est ça, je disais que la psychanalyse, c'est bien, parce que ça met de la distance. Psychanalyste, patient, distance du patient vis-à-vis de lui-même, de ses propres structures, tout ça, bon, c'est génial. Mais à un moment donné, il y a une limite. Ça ne peut plus évoluer, parce que cette distance qui a servi à un moment donné, elle est plus productive, parce qu'elle n'arrive pas à se mettre sur à se fréquencer sur la syntonie vibratoire, qui est une forme plus évoluée, de compréhension de l'autre. Par la compréhension de soi-même, parce que tu n'es pas détaché de l'objet tu n'es jamais détaché de ce que tu observes. Et ça, c'est ça qu'il faut pouvoir intégrer, que les psychanalystes de demain doivent pouvoir intégrer. Ils ne sont pas séparés de leurs patients. Ils font vibrer les trucs en eux aussi. Mais ce qui les différencie peut-être du patient, c'est qu'ils ont peut-être une distance. Ils ont peut-être une distance plus importante. Mais jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment donné, il y a potentiellement le patient peut aussi lui montrer un truc au mec qu'il n'avait pas vu. Toujours. Et il faut pouvoir se remettre en question. Mais si tu as trop d'orgueil, tu peux pas. Et si tu as trop d'orgueil, c'est parce que tu es trop fragmenté. C'est parce que tu es perdu de ton enfant intérieur. Et c'est ça aussi le problème des psychanalystes. C'est qu'ils sont chiants. Ils sont coupés de leur enfant intérieur. Ils sont pas marrants. Ils sont sérieux. Ils ont leur plaque dorée. Psychanalyste. Non, à un moment donné, ça va bloquer. Ça va bloquer. Ou alors le mec, il va dire, oh, putain, casse-toi, connard. Et là, il aura fini sa psychanalyse. Tant mieux pour lui. Ah là là, tellement de choses à dire. Ça c'est dit. Et après, il me restait quoi? Ouais, la baffe. Bon, ça je l'avais dit, la baffe. Ce qui s'apparente le plus au réel, c'est la baffe. Le réel, c'est des baffes. Et c'est les baffes qui t'arrivent. Quand tu prends des coups, quand la vie t'amène des coups, c'est parce que ton orgueil est allé trop loin. C'est parce que tu es allé trop loin dans l'identification à de l'irréalité. Et les pièges de l'orgueil sont tellement... L'irréalité se cache tellement partout à partir du moment où on est dans ce processus de compensation.
Voilà, bon, faudrait dire encore plein de choses sur les systèmes d'autodéfense archaïques. Les systèmes d'autodéfense archaïques, hein, qui... Oui, au quotidien, alors, au quotidien, par exemple, c'est facile de les observer en soi-même. Quand quelqu'un vous fait une remarque qui ne vous fait pas plaisir, si vous réagissez de manière automatique, il n'y a même pas de recul, en fait, c'est direct. Bon, bah là, c'est que vous êtes programmé sur un système de défense archaïque. Donc, il y a plusieurs façons de répondre de manière automatique. Il y a genre, oh, mais non, qu'est-ce que tu dis, voyons, ti. Il y a reporter le truc sur l'autre, genre, remettre la faute sur l'autre. Ça, c'est souvent pratiqué aussi. C'est, oh, mais regarde, non, mais c'est... Voilà. Il y a esquiver, ou faire style, t'as pas entendu, donc la fuite. Et il y a aussi le fait de totalement tout prendre sur soi et de rien dire et de s'inhiber complètement. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que la personne, elle avait forcément des choses à vous dire, parce que si la personne, elle se permet de vous psychanalyser, parce qu'elle se fait chier dans sa vie, pour donner un sens, elle se dit, tiens, je vais le psychanalyser lui, c'est elle qui est en abus de pouvoir. Et à ce moment-là, vous devez lui dire, oh, je t'ai rien demandé, là, t'as cru quoi, là, t'as cru que tu vas me psychanalyser? Oh, vas-y, rentre chez ta mère, là. Oh, c'est bon. Ah, si la personne, elle vient vous psychanalyser, alors vous n'avez rien demandé, c'est elle qui vient vous prédater. Parce qu'en soi, vouloir psychanalyser quelqu'un, c'est une forme de prédation aussi, si vous n'avez rien demandé. La base de la base, c'est que... c'est qu'il y a un besoin, c'est-à-dire qu'il y a un patient qui a besoin, qui va voir un psychanalyste pour lui demander son aide. Et que le psychanalyste, il est d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est la base. Il y en a, moi, ça m'est arrivé, il y en a, ils viennent me voir pour me demander mon aide, donc je réponds, et après, ils viennent me dire, oh, vas-y, t'arrêtes de me psychanalyser, bah, t'avais qu'à pas venir. Putain. Donc, moi, j'ai fait cette erreur quand j'ai fait ma thérapie, parce que moi j'ai fait toutes les erreurs en fait, du coup, j'ai fait toutes les erreurs, j'ai fait tous les trucs, je les ai tous faits ces machins. Quand j'ai fait ma thérapie, j'ai eu ma petite période là où j'ai commencé, parce que moi j'ai pas fait le transfert amoureux en fait, je suis pas tombée amoureuse. Par contre, j'ai voulu démonter la structure du thérapeute, lui montrer, regarde ça qui va pas là, c'est cette incohérence, ce machin là, ce truc. Attends, la moindre des choses, quand tu fais appel à quelqu'un, c'est de respecter son travail. Si tu commences déjà à vouloir démonter, si tu commences à démonter sa structure, c'est que tu te fais chier dans ta vie, c'est que tu as un truc, toi, c'est que tu fais rien de ta vie. Ceux qui critiquent, c'est qu'ils font rien de leur vie. Hein. Moi, je me souviens aux Beaux-Arts, les critiques, là, les profs critiques, c'était des artistes ratés. Hein. Des gens qui étaient en frustration. Je suis désolée, mais ceux qui étaient vraiment épanouis dans leur travail, ils faisaient tout pour t'amener à du meilleur, à te pousser à donner le meilleur de toi, à te poser des questions intéressantes, à amener des éléments nouveaux dans ton travail. Ils étaient constructifs. Ceux qui étaient juste là casser pour casser, c'était des frustrés. Bon, alors ça, tu les identifiais direct, quoi. Les hommes en noir, quoi. C'était toujours les hommes en noir, c'est toujours intéressant. Et il y en a, par contre, ça leur a brisé leur vie. Hein. J'ai envie de dire, Hitler, qu'est-ce qui lui est arrivé à Hitler? Il a fait les Beaux-Arts, il y en a un qui lui a dit, t'es un mauvais artiste. Regardez ce que ça donne. Hein? Regardez ce que ça donne, un mec frustré, déchiré, coupé de son enfant intérieur, qui au lieu de se venger, enfin, qui au lieu de trouver un sens réel à sa vie dans une pratique artistique dimensionnelle, bah, décide de s'identifier complètement à sa folie, sans aucun recul, et à détruire l'humanité, à détruire toute une partie de l'humanité, pour faire arriver en plus une race aryane que lui-même, il n'est même pas arien, et qu'en plus, c'était mal barré, parce qu'en plus, les Pléiadiens, ça se trouve, c'est des permanentes ils sont même pas vraiment blonds, les mecs. Oh, putain. C'est même pas des vrais blonds, ça se trouve. C'est la cata. Voilà. De toute façon, ils prennent l'apparence qu'ils veulent. Demain, ce sera la mode des gens avec les cheveux verts. Et hop, ça sera les cheveux verts. Le blond a toujours fasciné, parce que le blond, c'est lumineux, c'est la lumière. Ça, c'est Monica Bellucci qui expliquait ça. Elle disait, une femme, vraiment. Alors ça c'est... je disais, ouais, Melania Trump, voilà... Prenons l'exemple de Monica Bellucci, ça c'est une vraie belle femme, ça. Ça c'est de la femme. À 50 balais, la meuf, waouh, un canon quoi. Un canon qui elle reste naturelle.
Et elle cache pas sa fragilité, hein, c'est ce qui fait son charme aussi, quoi. Et elle racontait, donc, dans Marie-Claire, je me souviens, j'ai eu une période où je lisais beaucoup Marie-Claire. Elle disait, bah, une fois, donc, pour un rôle, je m'étais peroxydé les cheveux, et j'étais rentrée dans le métro. Tout le monde s'était retourné pour me regarder. Alors le mec, il lui fait, non mais attends, vous rigolez, vous êtes un canon, tout le monde vous regarde tout le temps. Il fait, ah non, non, je vous assure, quand je suis en brune, on me regarde pas comme ça. Et elle disait, c'est normal parce que la blondeur, c'est un rapport, elle dit, c'est un rapport à la lumière et à la... Elle connaît très bien les stratégies visuelles, comment être à l'écran, tout ça. Elle dit, ça, c'est un capteur à lumière dans les yeux des gens. Elle avait dit un truc comme ça. Donc en fait, tu éblouis tout le monde quand t'es bon, quoi. Mais bon, finalement, elle préfère être brune. Hein. Moi, je la préfère en brune. Quand même. Et enfin, je sais pas comment elle est en blonde, ça va pas forcément bien lui aller, je sais pas. Et donc, voilà, j'avais tout dit. Il ne resterait rien. Allez, c'est fini pour ce débrief.